Ce programme vous est offert par Illico Cash. Stéphanie Mbombo, ministre délégué près le ministre de l'Environnement et Développement durable en charge de l'économie, du climat, démission de ses fonctions. Elle évoque des raisons de convenance personnelle. Réélu pour un second mandat sans majorité absolue en Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa a prêté serment ce mercredi. C'était en présence du président de la Cour constitutionnelle, des membres du Parlement et des plusieurs chefs d'État africains qui ont fait le déplacement, dont Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo. Ce 19 juin marque la journée mondiale de la drépanocytose, une maladie génétique très répandue qui altère la fonction de l'hémoglobine mais qui reste méconnue du grand public. Comment prévenir et lutter contre cette maladie? Nous serons en ligne dans ce journal avec le docteur Joyce Loa-Beya. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Investiture de Cyril Ramaphosa, Félix Tshisekedi séjourne à Pretoria où il a participé à la cérémonie d'intronisation de son homologue sud-africain ce mercredi au Union Building de Pretoria, siège du gouvernement sud-africain. Cet événement a réuni plusieurs chefs d'État africains pour son second mandat. Ramaphosa a été reconduit par le nouveau Parlement sud-africain pour 5 ans avec 283 voix sur 400 exprimées. La RDC et l'Afrique du Sud, deux nations membres de la communauté de développement de l'Afrique australe, continuent de renforcer leurs relations, s'engagent mutuellement pour la stabilité, la paix et le développement régional et mondial. Je le disais en titre, Stéphanie Mbombo Mwamba, ministre délégué près le ministre de l'Environnement et Développement durable en charge de l'économie du climat, a déposé sa démission du gouvernement souminois pour convenance personnelle. Et dans un communiqué officiel publié par la primature mardi en fin de soirée, la première ministre Judith Souminois a donc informé le président de la République qui en a pris acte. Conséquence, Stéphanie Mbombo a été déchargée de ses fonctions. Nommé par l'ordonnance présidentielle du 29 mai 2024, Stéphanie Mbombo Mwamba occupait cette fonction depuis moins d'un mois. La démission a été motivée par des raisons de convenance personnelle, comme mentionné dans le communiqué officiel du cabinet de la première ministre Judith Souminois, a informé le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a pris acte de cette décision et a déchargé Mme Mwamba de ses fonctions. Le communiqué précise également que Stéphane Mbombo Mwamba, désormais dépourvu des qualités officielles, ne peut plus engager le gouvernement de la République. Sur son compte X, Stéphanie Mbombo a partagé les raisons de sa démission, réitérant sa loyauté envers le président Félix Tshisekedi et exprimant sa gratitude envers la première ministre souminois pour la confiance placée en elle. Cette démission intervient peu après la formation Sauf imprévu, demain jeudi, Félix Tshisekedi foulera le sol de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Sur place, les préparatifs de l'accueil ont déjà commencé. Le gouverneur de province, Jacques Kaboul, a réuni les cadres et militants de l'Union sacrée pour leur faire part de cette visite et ainsi les appeler à une grande mobilisation. Coup d'état manqué du 19 mai hier mardi à la prison militaire de Ndolo. C'était le 3e jour du procès de 51 auteurs du coup d'état manqué. Comme toutes les mémoires uniques n'ont pas été examinées lors de la précédente audience, le tribunal a décidé de délibérer sur l'ensemble des exceptions soulevées par les prévenus. Le procès reprendra donc le mardi 25 juin prochain. Nathan Diamouité pour les détails. Ce mardi 18 juin 2024, les tribunaux militaires ont encore siégé pour cette fois examiner spécialement les mémoires uniques, c'est-à-dire des documents écrits par les parties prenantes à l'audience, tout en résumant leurs faits et arguments. Au cours de cette audience, qui est à son 3e jour, le ministère public, qui représente l'État congolais, a apporté des éléments des réponses quant aux contestations soulevées par les accusés. Étant donné qu'aucun des documents écrits de ces accusés n'a été examiné à la dernière audience, les tribunaux a décidé cette fois de mettre en délibéré l'ensemble de toutes les exceptions des prévenus.
Parmi les 51 accusés, les uns, à travers leurs avocats, ont reformulé la demande des libertés provisoires et les autres ont réitéré leur demande appelée exception. Entre-temps, d'autres ont fait la demande sur l'annulation de leurs procès-verbaux, affirmant que ceux-ci avaient été obtenus sous contrainte ou sans qu'ils comprennent la langue utilisée. Pour des accusés civils, ils continuent de contester le fait qu'ils soient jugés par la cour militaire alors qu'ils sont appelés à faire face aux instances judiciaires civiles. Pendant ce temps, le ministère public a réitéré son refus à toutes ces demandes. En ce sens, les juges vont devoir se réunir à huis clos afin de prendre une décision finale sur toutes ces objections soulevées. Le débat va donc se poursuivre le mardi 25 juin, au cours duquel les juges vont rendre une décision appelée arrêt avant dire droit. Pour rappel, ces accusés qui sont à la barre auraient participé aux attaques du 19 mai contre la résidence de Vital Kamerhe, actuel président de l'Assemblée nationale, et le palais de la Nation à Kinshasa, où se trouvent les bureaux du président de la République, Félix Tshisekedi. Et dans la province de l'Équateur, une opération de traque des malfrats a été menée la semaine dernière par la police. Conséquence, plusieurs jeunes appréhendés et mis à la disposition du service national pour une opération de formation et transformation à Kanyama-Kasese avant de devenir bâtisseurs de la nation. C'est hier que la toute première vague a pris le vol pour la ville de Mbuji-Mayi avant de prendre la route terrestre pour Olomami au centre Mzé-Laurent Désiré Kabila. C'est la toute première vague de jeunes désœuvreux appelés Kuluna qui quittent l'Équateur pour Kanyama-Kasese depuis le lancement des opérations de lutte contre la délinquance dans différentes provinces de la République démocratique du Congo. Plusieurs jeunes ont été fichés et arrêtés par la police de la province de l'Équateur après une large opération de traque de malfrats et voici le résultat. Bien identifiés, ils ont pris direction de l'aéroport de Mbandaka où le gouvernement a mis à leur disposition un avion dans lequel ils vont embarquer pour la ville de Mbuji-Mayi. Nous insistons et nous sommes le service national. Donc nous allons nous occuper de tous ces jeunes en situation difficile ou en délinquance juvénile sur l'ensemble de la République. Le service national ne s'attaque pas à une province de manière exclusive. Pour que certains disent non, voilà, on est en train de vouloir apurer notre jeunesse. Ça, c'est un discours politicien. Ce n'est pas ça le service national. Il y a des critères. Ici, je voudrais encore préciser que nous sommes dans la lutte contre la délinquance juvénile, nous sommes dans la lutte contre la criminalité. Ils embarquent et décollent et les opérations continuent sur terrain pour préparer un autre convoi. Ce vol vient juste après celui des jeunes volontaires de Kasumbalesa qui ont compris la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi sur la promotion de l'emploi pour les jeunes dans la recherche du développement de la RDC. Dans l'actualité, on parle également du projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et des jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt. Pabeya Cobalt a eu lieu des résultats escomptés. Cette initiative présidentielle portée par le chef de l'État a aidé plutôt à la réintégration de 91% d'enfants travaillant dans les mines congolaises vers des écoles. C'était lors d'une conférence de presse tenue ce lundi que ces chiffres ont été communiqués par Maître Alice Mirimo, administrateur, directeur général du Fonds national de promotion et des services sociaux, faisant office de coordinatrice de l'UCP, Pabeya Cobalt, ainsi que Philippe Ngwala, coordonnateur national du Fonds social de la RDC. Organe de pilotage technique du Pabeya Cobalt en marge de la Journée mondiale contre le travail des enfants et de la Journée mondiale de l'enfant africain. La coordinatrice de l'UCP, Pabeya Cobalt, note des avancées significatives de ces projets. On a fait comme une coalition là pour que les enfants ne soient plus dans les mines. Et il y a aussi des jeunes creuseurs qui ont accepté de quitter les grottes minières et de venir. C'est comme ça qu'on a pu recenser. D'abord, pour les parents associés à ces enfants, 10 552 parents, femmes et hommes. Il y a plus la présence des femmes qu'on avait vues à l'époque. Pour sa part,
Le coordonnateur du FSRDC, Philippe Ngwala, s'est penché sur l'intérêt que le président de la République, Félix Tshisekedi, porte sur les projets d'éradication du travail des enfants dans les mines artisanales en RDC. Le PABA Cobalt intervient dans le Haut-Katanga et le Lualaba dans les mines de cobalt. Tous ces sites miniers artisanaux ont été identifiés. À une époque bien précise, les équipes sont allées sur terrain, les enfants ont été identifiés ainsi que leurs familles. Lancé en juin 2019, l'EPABA Cobalt a été conçu par le gouvernement congolais et financé par les groupes de la Banque africaine de développement. L'objectif principal de l'initiative présidentielle PABA Cobalt est de lutter contre le travail des enfants dans les mines de cobalt dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. Cependant, des ambitions sont grandes. L'EPABA vise également d'autres secteurs miniers que le cobalt et veut s'implanter dans toutes les provinces de la RDC où la présence des minerais est signalée. C'est la fin de l'intérim. L'Union des fédéralistes du Congo, UNAFEC, ce parti membre de l'Union sacrée, fonctionnera désormais sous le commande de Ladislas Umba-Lungange qui succède officiellement à Gabriel Kyungwa-Kumwanza. C'était un jour que tout le monde attendait. Ce samedi 15 juin, le remplaçant idéologique du patriarche Antoine Gabriel Kyungwa-Kumwanza est finalement connu. La convention collective vient d'octroyer les pleins pouvoirs au député Jean Ladislas Umba-Lungange. Dans cette salle où il faut à peine se trouver une place, la famille biologique de celui qu'on appelait affectueusement le Mandela du Katanga, tous les cofondateurs de l'UNAFEC et plusieurs délégués venus des différents coins du pays, le comité des sages ont tous répondu présent. Devant la nouvelle composition du comité directoire et du comité national, il réitère son engagement à marcher toujours sur le pas de Gabriel Kyungu. Le nouveau président national de l'UNAFEC a retracé son histoire politique dominée par sa fidélité aux côtés de Baba Gabriel Kyungwa-Kumwanza, fondateur de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, jusqu'à la création de leur parti politique. L'un des fils biologiques du patriarche Kyungu, maître Hervé Diakessé, n'a pas manqué des mots. Il ne faut pas que des gens qui croient qu'ils peuvent aller blaguer à Kin marchent sur le combat de Kyungwa-Kumwanza. Notons que Umba-Lungange Ladislas a assuré la présidence intérimaire de l'UNAFEC après la mort de Gabriel Kyungwa-Kumwanza avant d'être élu ce samedi comme président national. Le 19 juin, c'est la journée mondiale de la drépanocytose. Cette maladie génétique très répandue qui altère les fonctions de l'hémoglobine reste méconnue du grand public. En RDC, chaque année, 50 000 nouveau-nés y sont touchés par la forme sévère de la maladie et 6% des enfants hospitalisés en pédiatrie sont drépanocytaires. Pour en parler, nous sommes en ligne avec le docteur Joyce Labir. Merci de m'avoir accordé cette opportunité pour parler de la drépanocytose. Qui dit drépanocytose, c'est une maladie qui concerne le globule rouge. Le globule rouge, c'est une cellule sanguine, donc une cellule qui circule dans le sang, mais qui a la capacité de transporter l'oxygène que nous respirons et l'amener partout dans l'organisme, dans le cerveau, dans les yeux, dans les intestins, dans le cœur, partout en fait. La drépanocytose, c'est une maladie qui se caractérise par quoi? Par cette déformation du globule rouge, parce qu'il y a des problèmes au niveau de sa constitution même ou au niveau de son hémoglobine. D'où vous entendrez parler chez d'autres personnes, ils parleront de la drépanocytose comme une hémoglobinopathie. Donc une maladie qui concerne l'hémoglobine du globule rouge, se caractérisant par la déformation des globules rouges et par sa destruction et par ricochet en fait, parce que le globule rouge
tant qu'ils circulent dans le sang, ils ont une durée environ de 120 jours dans le sang. Là, chez toute personne normale. Mais les personnes drépanocytaires verront leur durée des globules rouges réduite à moins de 20 jours, ce qui sera à la base de plusieurs signes cliniques qui pourront. Mais alors, est-ce possible de l'éviter ou carrément de lutter contre cela? Oui, monsieur le journaliste, il est possible de lutter contre la drépanocytose. La drépanocytose est une maladie génétique, en fait, qui provient de parents. Ça veut dire quand un parent est AS, il doit éviter les unions à risque. Ça veut dire éviter de prendre une dame AS ou bien éviter de prendre une dame SS. Pourquoi? Parce que la drépanocytose se caractérise par ce caractère SS. Et quand un enfant est SS, c'est en ce moment qu'il manifestera de maladie. D'où il est très important en fait d'éviter, de sensibiliser déjà la population face à cela. D'où il faut faire le test d'électrophorèse d'hémoglobine. Il faut aussi faire des tests génétiques. C'est en ce moment-là qu'on arrivera à lutter contre la maladie. Parce qu'en médecine, nous disons que la meilleure prévention, le meilleur traitement, c'est la prévention. Mais alors pour les personnes qui sont déjà drépanocytaires ou qui ont des enfants drépanocytaires, quelles sont les mesures de précaution ou encore de résistance pour espérer une longue vie? Oui, comme conseil, je peux attribuer aux drépanocytaires, premièrement, c'est d'abord un soutien mental. Ces patients doivent être forts mentalement parce qu'il y a toute une stigmatisation négative face à cette maladie. Et cette stigmatisation peut être un frein pour l'évolution du traitement en fait. Deuxièmement, ils doivent éviter de s'exposer à ces différents facteurs de risque. Parce qu'en fait, un drépanocytaire présente la crise quand il est exposé. Et il est exposé à quoi? Dans des endroits où il fait très chaud. Il se déshydrate. Dans des endroits où il fait très froid. Lorsqu'il est étouffé, il ne sait pas emmagasiner l'oxygène. Mais également dans des situations qu'on appelle des acidoses. Donc ces genres de situations potentialisent ou amplifient la crise. Et la crise, elle est dangereuse. C'est ce qui en fait souffrir les patients. Et troisièmement, ces patients doivent aller vers le médecin pour un contrôle, pour récupérer les médicaments et puis pour faire un suivi assez rapproché. Bon, s'il faut parler au gouvernement, nous demanderons qu'il puisse agir en amont. Ça veut dire qu'il puisse disponibiliser les tests d'électrophorèse d'hémoglobine. Et après avoir parrainé la première édition du Business Day 2024 et en conduit à la sortie officielle de Diambilai Business Center, le ministre de l'Industrie, Louis Vantoum, a reçu en audience le promoteur de ce grand projet d'entrepreneuriat, le pasteur Jean-Clément Diambilai. À son cabinet de travail, un diplôme de mérite a été décerné au nouveau patron de l'industrie, petite et moyenne entreprise, en guise de reconnaissance de son implication dans la promotion de l'entrepreneuriat congolais. Accompagné de son équipe, l'apôtre Jean-Clément Diambilai a échangé avec les nouveaux ministres de l'Industrie, petites et moyennes entreprises, Louis Vantoum, sur les retombées des Business Day organisés récemment à Kinshasa. Reconnaissant, l'apôtre Jean-Clément Diambilai a remercié les ministres non seulement en sa qualité de parrain de la manifestation, mais surtout pour son sens du devoir dans l'accompagnement de l'industrialisation de la RDC, la création des emplois et des nouvelles richesses via l'entrepreneuriat. Mais par son discours, ça a donné l'espoir en disant réellement nous pouvons espérer, nous pouvons créer aussi des industries, nous pouvons aussi avoir des petites et moyennes entreprises qui vont se développer, même si ça a commencé petit, ça va se développer parce que déjà les ministères de tutelle est engagé par rapport à cela. La détermination du ministre Louis Vantoum dans l'accompagnement de l'entrepreneuriat congolais n'a pas laissé indifférents les managers des DBC. En guise de reconnaissance, ce dernier a remis un diplôme de mérite au nouveau patron de l'industrie, petite et moyenne entreprise. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que nous sommes dans la droite vision du chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aussi sous l'impulsion de notre première ministre, Madame Judith Suminwa, de faire la différence dans le vécu quotidien des Congolais et de matérialiser cette vision, de créer des richesses et d'industrialiser le pays pour qu'enfin nous voyions un Congo plus beau qu'avant.
Louis Wantoum, ministre de l'Industrie et des PME, a réitéré son engagement à redorer l'image de son ministère et d'accompagner l'aboutissement du projet DBC qui tient à organiser la 2e édition du Business Day le 25 juillet prochain avec un nouveau concours des plans business. On quitte la RDC pour l'étranger, 2e et dernier jour de la visite du président russe en Corée du Nord, Vladimir Poutine et Kim Jong ont échangé à Pyongyang sur des questions d'intérêt commun, notamment la sécurité. Ce déplacement du chef du Kremlin intervient dans un contexte où l'Occident tente d'isoler les deux nations, mais sans grand succès. C'est une visite aux enjeux géopolitiques et diplomatiques qui marque le renforcement d'une amitié entre les deux pays. Tapis rouge déroulé, l'accueil est exceptionnel. Le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, bénéficie des honneurs dignes d'un pays frère. Il s'agit d'un déplacement effectué par un chef d'État russe depuis près d'un quart de siècle et qui lance un signal fort sur la scène internationale. Tête-à-tête fructueux entre les deux chefs d'État sur des questions d'intérêt commun avant une grande cérémonie tenue ce mercredi à Pyongyang à l'approche d'un sommet au cours duquel les deux dirigeants se sont engagés à développer les liens entre leurs deux nations. La visite de Vladimir Poutine en Corée du Nord, qui a lieu après 24 ans, est axé sur le renforcement des relations bilatérales à un moment où les deux pays sont confrontés à la volonté de l'Occident de les isoler. Poutine et Kim Jong-un ont profité de l'occasion pour annoncer un traité de partenariat stratégique, un document fondamental qui constituera la base de nos relations à long terme, a salué Vladimir Poutine. Il faut noter qu'Américains et Européens s'inquiètent notamment depuis des mois du rapprochement accéléré de ces deux pays qui restent des grandes puissances militaires. Et on prend le rappel des principaux titres. Stéphanie Mbombo Mwamba, ministre délégué près le ministre de l'Environnement et Développement durable en charge de l'économie et du climat, démissionne de ses fonctions. Elle évoque des raisons de convenance personnelle. Réélu pour un second mandat, sans majorité absolue en Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa a prêté serment ce mercredi. C'était en présence des présidents de la Cour constitutionnelle, de membres du Parlement et de plusieurs chefs d'État africains qui ont fait le déplacement, dont Félix Tshisekedi. Et puis ce 19 juin marque la journée mondiale de la drépanocytose, une maladie génétique très répandue qui altère la fonction de l'hémoglobine mais qui reste méconnue du grand public. Comment prévenir et lutter contre cette maladie? Nous avons évoqué les questions dans ce journal avec le docteur Joyce Louabia. Restez avec nous pour la revue de presse. Les titres de ce mercredi dans une sélection et présentation de Christian Calongi, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Arlette Boutella, bonjour à tous ceux qui nous regardent partout grâce à Télé 50. On commence par cette nouvelle qui défraie la chronique. Le gouvernement souminois, aussitôt nommé après le Conseil de ministres, on parle de la démission de la ministre déléguée près de l'Environnement, Stéphanie Mbombo. Un sujet, il faut le dire Arlette, qui continue de faire parler. Les commentaires vont dans tous les sens sur les réseaux sociaux, puisque jusque-là, on ne sait pas exactement dire pourquoi Madame la ministre Stéphanie Mbombo a jeté l'éponge. Eh bien, un sujet qui a intéressé plusieurs médias. Le cabinet de la première ministre Judith Suminwa a annoncé donc mardi la démission de la ministre déléguée près la ministre de l'Environnement en charge de l'économie et du climat, Stéphanie Mbombo Mwamba, pour des raisons de convenance personnelle, rapporte Radio Okapi. Cette annonce est contenue, Arlette, dans un communiqué publié tard dans la soirée du même mardi. Dans ce communiqué, dans ce document, justement, la chef du gouvernement dit prendre acte de cette démission et indique en avoir informé le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a déchargé justement Stéphanie Mbombo de toutes ses charges. Une démission, Arlette, qui arrive comme un cheveu qui tombe dans la soupe, puisque personne ne pouvait s'y attendre. Ça arrive quelques jours seulement après le tout premier Conseil des ministres. Actualité, pensez des titres même à ça, une démission de Stéphanie Mbombo Mwamba dans des circonstances ambiguës, parce que jusque-là, on n'en sait pas du tout grand-chose. D'après ce média, Stéphanie Mbombo
aurait été poussée à la démission. C'est au conditionnel. La décision ne viendrait pas directement d'elle-même, Arlette. L'entourage de Félix-Antoine Tshisekedi évoquerait une faute grave dont elle se serait rendue coupable sans en détailler la nature, pointe ce média en ligne. La concernée a confirmé l'information sur son compte Twitter, déclarant qu'elle reste tout de même loyale au chef de l'État en dépit de cette décision. Alors on va quitter la RDC pour parler de Poutine qui se retrouve en Corée du Nord, la volonté de rapprochement stratégique. On va dire parce que les analystes et même les internationalistes sont en train de parler déjà d'un nouvel ordre mondial, Arlette. Selon les dirigeants nord-coréens Kim Jong-un, les relations entre Pyongyang et Moscou entrent dans une nouvelle phase de prospérité et qui ne peut être comparée aux relations soviético-coréennes du siècle dernier, rapporte l'agence Anadolu. Il a déclaré, je cite, « Cette visite est un grand moment historique qui revêt la plus grande importance stratégique dans l'histoire des relations russo-coréennes », fin de citation. TV5 parle d'une visite stratégique qui a permis aux deux dirigeants de renforcer leur coopération militaire. Sur place, Vladimir Poutine a eu droit donc à des honneurs exceptionnels. Le tapis rouge a même été déroulé pour honorer les dirigeants russes. Selon Ouest France, le président russe a apprécié le soutien nord-coréen à sa politique, déclarant ce qui suit: « Nous apprécions beaucoup votre soutien systématique et permanent de la politique russe, y compris sur le dossier ukrainien. » C'était l'essentiel de votre revue de presse, Christian Calongé. Je vous en prie, Arlette Boutella. Ce journal est complètement terminé. À tous, merci de l'avoir suivi et surtout très bonne suite de programme sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.